La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Non, non, non. Je ferai un montage. Ah putain, il faut que je refasse le montage pour Laura aussi. Pour le, je sais plus quel webinaire, ça marchait pas. Ah bon? C'était un classroom peut-être sur les stats. C'était sur les stats, je crois. Tu te rappelles, elle pouvait pas faire de montage. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Hop, on va commencer d'ici quelques minutes, le temps que les gens se connectent. Alors on va activer la webcam et l'échange d'affichage de bureau. Tac. Donc on vous a mis aussi le document, la présentation. Oula, il faut se reculer un peu, voilà. Bonjour à tous. On va repasser sur ça. Très bien. Donc là on est bon. Vous pouvez nous dire si vous entendez bien, si vous voyez bien la présentation? Yes. Parfait. Donc comme je le disais, en fait, on vous a mis aussi la présentation dans les documents à télécharger. Si jamais vous avez un souci d'obtention du document, ça peut arriver des fois, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à communication@mobilitygreen, comme ça vous pourrez le récupérer par mail, je vous l'enverrai directement, Laura, tu pourras aussi envoyer si tu veux. On va commencer, je pense. La présentation, les autres vont se connecter au fur et à mesure. Oui. Romain, avec Viseur 3, c'est pas tard. Non, on est bien. Encore un peu de temps. Ça donc l'idée, c'est de faire, je pense, entre une demi-heure et 45 minutes de présentation. Après, il y aura aussi des échanges, donc vous pouvez très bien poser vos questions pendant la présentation. Je vais peut-être couper mes mails, parce que sinon, on va t'embêter à chaque fois. C'est où? Ici. Tac. Donc oui, vous avez un temps d'échange. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez soit poser vos questions dans l'outil, soit sinon lever la main. Vous avez une petite option, en fait, dans la barre d'outils. Et comme ça, vous pourrez aussi prendre la parole et poser votre question en direct. Sinon, en dernier recours, vous pouvez aussi très bien appeler le numéro qui s'affiche en fait sur l'écran du webinaire lors de votre invitation. Et là, vous pourrez aussi nous contacter par téléphone. Voilà, ce sera connecté à l'audio en fait de la séance. Je pense qu'on peut commencer. Oui. Si ça te va? Oui. Eh bien, allons-y. Donc, c'est un webinaire consacré à la conduite du changement. Tout à fait. Et la conduite du changement liée à un changement dans la mobilité. Oui. Alors, on va passer un petit peu sur le plan. On va se présenter quand même. Je ne sais pas si vous nous connaissez déjà. Donc, Mobility Tech Green. Ensuite, on va parler des transformations en entreprise, donc de la transformation numérique, qu'on appelle aussi transition digitale, et la transformation des mobilités professionnelles. On fera un état des lieux de la mobilité actuelle en entreprise, et ensuite, on parlera des nouveaux usages de la mobilité. Yes. Et après, Alexandre, tu nous diras quelles sont les fameuses 4 étapes de la conduite du changement pour une conduite réussie. Oui, là, ce sera plus un aspect opérationnel en fait des choses. On va vous présenter un peu les outils types qu'on met en place lorsqu'on déploie une conduite de changement. Il faut savoir quand on met en place de l'autopartage, par exemple, chez un de nos clients, c'est un des points qui est beaucoup demandé, en tout cas auprès des directions, parce que c'est hyper important de pouvoir les accompagner sur ce changement de paradigme. Mine de rien, on bouscule un peu leur quotidien avec l'autopartage. Dans le fond, c'est la même chose, c'est beaucoup plus simplifié avec de l'automatisation, etc. Néanmoins, il faut bien leur expliquer les choses pour pas qu'ils se retrouvent le jour J en fait devant un véhicule qu'ils connaissent pas ou devant un parcours utilisateur en fait inconnu et ça fait un peu peur. L'inconnu fait peur et le changement fait toujours très peur. Tout à fait. Voilà. Donc ce sera vraiment l'occasion de pouvoir en discuter de manière opérationnelle et de vous donner un peu des outils et des petits tips, comme on dit, sur la façon de faire en tout cas. Alors, on y va. Donc, Mobility Tech Green. On est une entreprise rennaise, on est une vieille start-up puisque ça fait 10 ans maintenant qu'on existe et on propose une solution d'autopartage pour les entreprises et les collectivités. Donc la solution s'appelle eColibri et c'est une solution logicielle et matérielle embarquée qui permet aux entreprises et aux collectivités de faire une réduction, de faire des économies sur leur budget mobilité, d'optimiser la gestion de leur flotte automobile tout en réduisant leur empreinte carbone. Donc c'est bon pour la planète en plus. On est leader de l'autopartage B2B en Europe. On travaille principalement avec des grands comptes. On équipe aujourd'hui les 3 plus grandes flottes de France, à savoir Orange, Enedis et La Poste.
On compte 150 000 utilisateurs de la solution Ecolibri et on est à 6 000 véhicules à peu près. 6500. 6500 véhicules équipés de la solution. Voilà, donc l'autopartage. Je ne sais pas si vous nous connaissez déjà, si l'autopartage ça vous parle, mais c'est notre cœur de métier. Après, on essaie de s'élargir un peu à la mobilité globale, mobilité professionnelle. On fait pas que du véhicule maintenant, on fait aussi du vélo, on fait du bateau. Ouais, on fait du covoiturage aussi. Covoiturage. Et l'idée, c'est vraiment de devenir un acteur de masse. Masse au sens mobility as a service, évidemment. Enfin, et de masse aussi, puisqu'on veut bien faire du quanti sur le nombre de véhicules à équiper. Mais c'est important. C'est-à-dire que vraiment, là, on a des demandes clients qui sont assez logiques. En fait, ils veulent avoir une seule interface pour piloter l'ensemble de leur gestion de mobilité en B2B. Et du coup, on a des services à proposer en annexe, au-delà de l'autopartage, qui est notre cœur de métier, bien évidemment. Le principe aussi de ces classrooms-là, alors c'est des webinaires, hein, vous connaissez le principe, j'imagine. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu exprimer notre point de vue sur différents sujets. Alors là, on parle de la transition numérique et de la conduite du changement. On va au-delà, parce que des fois, on parle aussi de comment est-ce qu'on va opérer un service d'autopartage. On a fait aussi des choses sur l'IA, liées à la mobilité professionnelle, sur le MaaS, sur le vélo partage. Il y a plein de thématiques. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions ou en tout cas à émettre des sujets auxquels on pourra répondre, notamment à travers ces différents formats. Voilà pour moi. Alors, la transition numérique. Donc, on va commencer avec une petite définition de la transformation numérique. On parle d'un processus qui permet aux entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Donc, c'est un processus qui est vraiment indispensable aujourd'hui, puisque les individus ont de nouveaux besoins et donc forcément de nouvelles attentes en matière de technologie. Donc là, on a les 7 fondamentaux pour une transition numérique réussie en entreprise. Donc la première, ça va être la vision digitale. Il est important que l'entreprise ait cette vision digitale et qu'elle comprenne quels sont les enjeux et qu'elle accepte le changement. C'est la vision du doigt. Non, oui, je sais que digital pour toi c'est l'empreinte, mais non. Mais oui, je te charrie. Ensuite, il y a toute la partie formation. Donc, l'entreprise doit évidemment former ses employés au digital et la première étape, ça va être de faire un état des lieux des compétences digitales des collaborateurs. Une transition numérique dans une start-up avec des petits jeunes qui ont un ordinateur depuis qu'ils sont nés et une transition numérique dans une entreprise avec des personnes moins à l'aise avec le numérique, va pas être pareil. Donc c'est important justement de voir qui sait quoi faire et s'adapter en fonction de ça. Moi, je pense que tu as aussi des jeunes qui sont pas à l'aise avec le numérique, comme des personnes plus âgées. Qui sont très à l'aise, évidemment, mais c'est pour ça qu'il faut tout mettre à plat et savoir qui a les compétences et qui a besoin de formation. Ensuite, il y a tout un côté restructuration de l'entreprise. Donc là, on chamboule tout. Il y a quand même un N+1, N+2, mais on n'est pas, c'est pas la même hiérarchie en fait. On parle de management horizontal, de travail transverse. Donc ça rejoint un peu l'autre point, travail collaboratif. Le but, c'est vraiment d'impliquer les employés, de les motiver, de mélanger les équipes et que le travail en transverse. Ouais. Voilà. En fait, c'est du travail en méthode plus agile, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Ensuite, il y a toute la partie focus sur le client qui est très importante. Donc, le client doit vraiment être au cœur de la stratégie de l'entreprise pour que la transition se fasse bien. Il y a tout un tas d'outils, notamment l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir des échanges plus rapides, plus pertinents et plus personnels avec le prospect, avec le client. Et tout ça, ça va permettre vraiment d'optimiser la satisfaction du client. Il y a aussi tout un tas de données qui va être possible de récupérer grâce au digital, au big data. Et l'analyse de ces données va aussi permettre de répondre au mieux aux besoins de ses clients. Et enfin, dans le même principe, selon l'émergence des besoins, il va falloir adapter les produits, les services aux besoins. Donc voilà. Mais en fait, je te pose une question, mais là, à lire ton document, on a l'impression que la transformation numérique s'adresse uniquement en termes de focus client. Alors, c'est
c'est très intéressant parce qu'effectivement, je pense que c'est le cœur de la transfo. Oui. Néanmoins, pas que, je pense que tu vois, il y a des entreprises qui font de la transformation numérique sur des process internes aussi. Oui, exactement. Bah, ça fait partie de la restructuration et du travail collaboratif. C'est pour ça que ton point est en bas. Ok, d'accord. Exactement. C'est aussi bien en interne que pour les clients à l'extérieur. Ah oui. Mais ces 2 points, focus client et travail collaboratif, c'est important. Voilà, donc on parle de transformation digitale, mais il y a aussi quelque chose qui s'est beaucoup transformé ces dernières années, c'est le paysage de la mobilité et ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est la mobilité professionnelle, évidemment. Donc on a plusieurs actions légales qui se sont mises en place, notamment le plan de mobilité, le PDM, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Donc le PDM, c'est un ensemble de mesures qui visent à optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic routier. Donc là, ça concerne les entreprises de plus de 100 employés sur site. Tout à fait. Et on a une autre action légale qui elle est beaucoup plus récente, celle-là. Donc c'est la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités. Oui, ça prend un peu de temps. Oui. Donc celle-là entend engager une véritable transformation des politiques publiques en matière de transport, des mobilités partagées et douces, plus respectueuses de l'environnement. Donc ces 2 process-là, c'est vraiment le but, c'est d'intégrer des mobilités alternatives à l'utilisation individuelle, voilà, de la voiture. Donc ce ne sont pas des obligations, il n'y a pas encore de sanctions. Alors c'est obligatoire, mais c'est pas sanctionné. Voilà. C'est pas encore sanctionné, donc c'est obligatoire vraiment entre guillemets. Mais petit à petit, on voit quand même que y a une transition qui se fait. Les entreprises de plus en plus. On avait eu un chiffre de Mobilect aussi, c'était 14% des entreprises seulement qui ont mis en place un PDM. Oui. C'est ça, je crois, hein, 13 ou 14%. Oui, alors c'est très peu, mais bon, ça s'explique par le fait que justement ce soit pas encore sanctionné. Oui, et puis c'est difficile. Enfin, je veux dire, sans accompagnement, quand on est une entreprise, de dire voilà, donc on va mettre, je sais pas, du covoiturage. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'on parle après on parlera des étapes à suivre pour que le changement se fasse tout en douceur et. Tout à fait. Pour des mobilités douces. Pour des mobilités douces, exactement. C'est beau. Ah, t'es sur le chat. Alors, justement, on parle de transition de la mobilité. On va commencer par faire peut-être un état des lieux de la mobilité actuelle avant la transition. Donc, mobilité toujours en entreprise, hein, B2B. On observe une prédominance du véhicule individuel et il y a une étude de Deloitte qui dit que d'ici 2021, 63% des nouvelles immatriculations en Europe seront effectuées pour des véhicules d'entreprise. Donc là, vraiment, les entreprises ont un rôle très, très important à jouer dans la transition des mobilités. Puisque la plupart des véhicules, ce sont des véhicules d'entreprise. On observe aussi, après le baromètre de l'Observatoire du véhicule d'entreprise, que on commence à changer de paradigme. Voilà. On pense plus au covoiturage. Quand même, 26% des entreprises pensent à mettre du covoiturage prochainement ou ont déjà mis du covoiturage. Autopartage aussi et crédit de mobilité. Alors ça, j'en parle pas encore parce que tu vas nous en parler. Oui, peut-être brièvement pour expliquer quand même ce que c'est. Alors même si on va en parler dans la partie gamification, dans la partie incentive, crédit de mobilité, en fait, il faut savoir que c'est un terme qui est un peu générique parce que il est protéiforme dans le sens où chaque entreprise a quasiment sa vision du crédit de mobilité. Il y a 2 visions types quand même qui sont prédominantes. La première, ça va être, vous êtes dans votre package cadre quand vous intégrez un grand groupe, vous allez avoir votre véhicule de fonction avec le crédit de mobilité, pardon. Vous pouvez très bien se dire, voilà, vous allez prendre un véhicule plus petit, moins cher, et du coup, à côté, un crédit de mobilité qui vous permet de pouvoir faire des déplacements perso, des billets d'avion, des billets de train, etc. La deuxième version, c'est la version sur laquelle on va se pencher plus en détail tout à l'heure, où là, du coup, c'est plutôt dans le sens où il y a une gamification qui va être intégrée dans vos usages bénéfiques pour l'entreprise. Typiquement, vous avez une note d'éco-conduite qui est plutôt bonne. Vous avez, je sais pas moi, vos trajets professionnels qui sont ouverts au covoiturage, bah, du coup, vous allez gagner des points qui vont, du coup, s'incrémenter dans votre crédit de mobilité. Jusqu'à, du coup, déclencher un palier qui vous permettent de gagner les fameux billets de train ou les billets d'avion, etc. C'est toujours le principe de récompenser quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Ça récompense les comportements vertueux. Et les deux, d'ailleurs, sont pas antinomiques. Ils peuvent très bien être jumelés en se disant, voilà, véhicule de fonction,
on va pourquoi pas l'ouvrir à l'autopartage sur les heures de business parce que je vais pas forcément me déplacer. Du coup, je gagne des crédits de mobilité en plus de mon package, etc. Donc vraiment, je pense qu'il y a un cercle vertueux qui se met en place. Les entreprises sont assez prenantes de ça. Mais il n'y a pas encore de template type, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on est en train d'en fabriquer un. Voilà, on a présenté lors du meet-up il y a quelques semaines à Paris, à nos clients. Si ça vous intéresse, on pourra aussi en parler un peu plus tard. Oui. Donc ça, c'est l'état des lieux de la mobilité. Mais on va parler maintenant des nouveaux usages, puisqu'il y a quand même une transformation qui est en cours depuis plusieurs années. Et on parle beaucoup de multimodalité et de masse, tu en parlais tout à l'heure. Oui. Donc Mobility as a Service. 55% des Européens se disent intéressés par les offres de masse. Et en milieu professionnel aussi, on dit oui à la multimodalité. Alors le principe du masse, c'est vraiment de regrouper toutes les offres de mobilité sur une même plateforme. Ça évite d'avoir 36 comptes en fait. Je sais pas à toi, si tu veux prendre un vélo ici à Rennes, tu dois te créer un compte sur la Star. Si tu veux prendre un Uber, tu dois avoir ton compte Uber. Encore Rennes, c'est pas un bon exemple, je trouve, parce qu'il y a la carte Corrigo qui permet de faire du styro. Oui. Plus du vélo, etc. Voilà. Bon, alors nous, on est plutôt bons élèves. D'ailleurs, je crois que c'était la première carte en Europe qui faisait ça. Après, il y a eu d'autres, genre le Pass Navigo, tout ça. Mais c'est vrai que c'était une ambition assez intéressante à Rennes d'étudier ça. Bon, alors très mauvais exemple. Non, mais c'est... Mais bon, là, vraiment, l'intérêt, c'est d'aller plus vite, d'avoir toutes les options possibles pour aller d'un point A à un point B. Et il y a aussi l'histoire du dernier kilomètre, hein, parce que typiquement, je sais pas, j'habite en périphérie de Rennes, je vais prendre un bus pour aller dans Rennes, mais mon bus s'arrête pas là où moi je travaille. Mais par contre, si j'ai une borne de vélo électrique, là, je peux prendre mon vélo et faire les derniers kilomètres en vélo. Donc voilà. Dans cette plateforme numérique, on peut intégrer du covoiturage pour faire les trajets professionnels, mais aussi domicile-travail, de l'autopartage, intégrer des mobilités douces, du vélo, de la trottinette, ou encore ce fameux crédit de mobilité. Quand tu dis défi piéton, en fait, c'est inciter les gens à venir au travail à pied? Oui. Ok. Exactement. Du coup, il y a des indemnités qui existent pour ça? J'imagine, parce qu'il y en a pour le vélo. Alors, il y a le IKV, pour voilà. Le vélo, ouais. Après, c'est à chaque entreprise justement de proposer des indemnités, mais ça, c'est propre à chacun. D'accord. Mais oui, l'entreprise devrait inciter les gens à vivre à côté du travail pour. Ça, après, c'est plus compliqué en termes de loyer, tout ça. Mais il y a aussi tout un aménagement à faire. Hein. Si typiquement tu n'as pas une route piétonne pour entrer au travail, c'est déjà plus compliqué. Si tu passes par une rocade à pied, voilà. Bon courage. Voilà. Alors, donc tout ça, ce sont je ne sais pas si vous êtes dans le milieu de la mobilité, ce sont des changements qui sont, nous on le sait, bénéfiques pour les entreprises, bénéfiques pour les salariés. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le changement, dès qu'il y a un petit peu de changement, ça fait peur. Donc, on ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, on vous met de l'autopartage et c'est bon, on a un PDM à respecter, on met de l'autopartage demain et voilà, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vraiment accompagner les personnes dans le changement. Il y a une étude de McKinsey et compagnie qui dit que 70%, c'est énorme, des projets de changement en entreprise échouent car ils ne sont pas gérés avec une approche adaptée. Donc, c'est pas le tout de faire, c'est très bien déjà de se décider à changer, mais maintenant, il va falloir mettre en place tout ce changement et avoir une conduite du changement en plusieurs étapes. Tu vas nous les expliquer. C'est énorme quand même, 70%. 70%, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, il y a des étapes. On a divisé ça en 4. Ouais. 4 étapes. Après, c'est une approche, je dirais, généraliste parce que ce qu'on va vous présenter là, en fait, ça a été présenté, en tout cas, à un tronc commun de nos clients. Et ça a bien marché. Après, il y a des clients spécifiques, dont on connaît la culture d'entreprise et donc on a adapté cette démarche-là, bien sûr. Je ne vais pas citer de nom, mais il y avait des zones qui étaient un peu plus, pas réfractaires au changement, mais disons un peu plus complexes à appréhender sur les nouvelles mobilités. Donc là, on a fait d'autres formes en fait d'accompagnement, en plus de ce qu'on va proposer. Mais en tout cas, le tronc commun qu'on vous présente là, c'est quelque chose qui marche dans
je dirais 80% des cas. Donc c'est plutôt satisfaisant. Il n'empêche qu'il faut toujours adapter, bien sûr, sa démarche en fonction des besoins, ce qui est plutôt logique. Alors, on y va. parti. Je peux enchaîner, très bien. Donc en fait, ça, c'est illustré dans notre programme d'accompagnement qui s'appelle Carebox. Donc Care pour vraiment prendre soin en fait de nos clients, et puis Box parce que c'est en fait une boîte à outils où on va pouvoir déployer différents outils justement. Donc à la fois de la vidéo, de la gamification, du chat, des emailing, enfin tous les contenus marketing qui peuvent être intéressants et communication d'ailleurs pour les salariés. Donc typiquement en fait on l'a scindé en plusieurs phases qui sont assez importantes. Le premier, ça va être bien évidemment de faire un plan de communication quand on déploie un service de mobilité partagée, covoiturage, autopartage, télétravail, pourquoi pas. Donc en fait, il faut travailler avec l'équipe RH et l'équipe com pour justement bien planifier ces actions-là et ensuite bien les déployer sur une timeline qui soit précise et concrète. Ensuite, on va intégrer la partie teasing. Donc la partie teasing, en gros, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'acronymes anglais, enfin de anglais. Ça va être un peu la partie, je sais pas d'ailleurs le terme français pour teasing, c'est l'aguichage. En tout cas, l'idée pour le traduire en français, ça va être un avant-goût peut-être. Avant-goût, c'est pas mal. Ouais. C'est une mise en bouche pour rester. En fait, c'est ça, c'est donner en fait envie, en tout cas aux gens, d'utiliser le service, de leur expliquer aussi les choses. Donc typiquement, en fait, nous, on va commencer à communiquer dessus. Tu veux que je passe à la slide peut-être teasing? Non, parce que c'est une vue synthétique. Après, on va rester sur les éléments personnels. Donc la partie teasing, c'est ça, c'est vraiment essayer de donner en fait envie aux gens, de leur expliquer bien les choses avant le lancement opérationnel. Donc ensuite, il y a bien sûr le lancement. Donc là, typiquement, c'est vraiment le jour J. C'est une date à marquer puisqu'on aura l'événementiel et des choses qu'on va voir après dans les autres slides. La partie post-lancement qui rejoint la partie incentive. En fait, on les a scindés en deux parties, mais c'est la même chose, enfin plus ou moins. Post-lancement, c'est quand même vraiment une action spécifique après le lancement, où là, du coup, on a des outils à mettre en place aussi pour bien accompagner les gens, et dont l'incentive. En fait, l'incentive, pour parler français, ça va être plutôt de donner envie aux gens de continuer à utiliser le service avec différents outils qui sont aussi pertinents à mettre en place et qui marchent d'ailleurs dans d'autres types de conduits de changement. Ce qu'on explique là, d'ailleurs, peut marcher pour d'autres types de projets, pas que de la mobilité d'ailleurs. N'importe quel changement. Oui, je pense, ouais. Donc la période de teasing, comme on disait, voilà, c'est de la mise en bouche, etc., pour donner envie de connaître le service, de s'approprier le service et surtout de prendre connaissance des choses pour ne pas avoir peur le jour du lancement. C'est hyper important parce que je fais un parallèle en gros sur le cerveau. J'ai fait des études en neuromarketing et en fait on se rend compte que le cerveau fait pas la distinction entre ce qu'il va imaginer et le réel qu'il vit. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait une conférence devant plein de gens, en fait, si tu vas dans la salle et que tu discutes, tu vois, en avant, même s'il y a personne, tu imagines la salle, tu répètes ton truc, du coup, le jour J, tu as beaucoup moins de trac. Parce que ton cerveau s'est dit, j'ai déjà vécu cette scène-là, je vois qu'il y avait déjà des gens, et du coup, j'ai pas peur de prendre la parole. Voilà. Et du coup, lui, il réfléchit comme ça. Et c'est pareil pour un salarié lambda qui va utiliser un véhicule, imaginez un véhicule électrique. Il y en a plein, en fait, qui savent pas comment ça marche. Le système de recharge, par exemple. C'est vrai. Ou même le start and stop, c'est bête, mais du coup, il y a des gens qui sont habitués à utiliser la clé, et du coup, quand en start and stop, tu sais pas trop où appuyer. Et du coup, le fait de leur expliquer, en tout cas d'expliquer à leur cerveau, pour être un peu concret, comment est-ce que ça marche en termes d'outils. Alors ça, on va pouvoir utiliser notamment de la vidéo marketing pour ça, en expliquant le parcours utilisateur. Donc là, on leur envoie bien avant du coup le jour J pour leur dire voilà, vous avez un parcours utilisateur qui est synthétique, mais qui est assez quand même dans le détail, pour expliquer typiquement comment est-ce que se passe une réservation. Vous êtes sur un site internet, vous faites votre réservation, ou sur l'appli, vous avez le détail de comment est-ce qu'on fait. Pareil, une fois qu'on est devant le véhicule, là je prends quel autopartage parce que c'est un cœur de métier, mais vous pouvez le faire pour d'autres types. Donc autopartage, vous êtes devant votre véhicule, dans la vidéo, vous allez aussi expliquer comment est-ce que ça marche pour ouvrir les portes, pour prendre les clés dans la boîte à gants, pour fermer votre réservation, prolonger, etc. Donc comme ça, le cerveau, en fait, mine de rien, commence à appréhender ce truc-là. Ça lui fait beaucoup moins peur. Pareil sur les flyers, donc là les flyers aussi, c'est du basique, mais en gros, vous allez pouvoir aussi sur cette période de teasing, commencer à communiquer sur le fameux jour de lancement. Donc typiquement, là c'est bête, mais d'un point de vue opérationnel, c'est dire voilà, la date de lancement, imaginons, c'est, je sais pas, on est le 24, 25 septembre. C'est dans un mois, et du coup, là, vous allez quand même l'anticiper pour que les gens soient présents lors de l'événement. C'est le but aussi du teasing. Généralement, nous, ce qu'on fait pour parler de manière opérationnelle sur notre conduite de changement, on essaie de communiquer sur un jour J qui se passe aux heures du midi. Parce que les gens sont souvent présents à la cafétéria ou sur les sites de lancement.
Et du coup, ils s'intéressent en fait après leur repas à dire ah tiens, j'ai vu qu'il y avait une voiture, est-ce qu'on peut tester machin. Ça, c'est un format qui marche plutôt bien mieux que le soir ou le matin. D'accord. Pour information. Et puis, tu vas parler des bénéfices aussi dans les flyers ou c'est après Oui, en fait, quand on parle de teasing, c'est aussi de l'intérêt à la fois pour l'entreprise, forcément, mais aussi pour eux, pour les collaborateurs. Puisque typiquement, ils vont surtout vivre en mode ah ouais, mais moi, en fait, j'avais mon véhicule, je savais que je pouvais parler à Bernadette qui est au standard et me donner les clés. Là, cette fois, on change mon quotidien, en fait. Donc, pourquoi? Voilà, pourquoi. Et en fait, quand on leur explique pourquoi, du comment, et surtout que, en fait, ils vont être beaucoup plus productifs parce qu'ils ont plus à chercher les clés, machin, etc. Et ça leur plaît aussi. C'est vrai que ça leur donne du sens à utiliser ce service-là. Mais c'est logique, hein. Si on t'explique pas pourquoi est-ce qu'on fait les choses, il n'y a pas de sens et c'est pas intéressant. Et donc, l'emailing de teasing, pareil, même format que le flyer, où là, vous allez pouvoir communiquer à une grosse masse, en fait, de collaborateurs, à la fois sur l'intérêt de l'entreprise à mettre en place ce truc-là, il faut expliquer aussi pourquoi, et puis aussi aux collaborateurs, comme on l'a dit, sur les bénéfices qu'ils vont avoir au quotidien, et puis pourquoi pas terminer avec un petit document qui explique un peu un récap, en fait, du service d'autopartage, le nom, le format, etc., pour qu'on soit bien raccord avec eux. Donc, c'est un élément hyper important ici. Ensuite, on va voir la journée de lancement, donc période de lancement globalement. Là, vous avez forcément de l'événementiel, donc typiquement, ça va être en fait du coup une journée, voilà, une inauguration du lancement de service. Donc là, ce qu'on fait nous, en tout cas, on soigne bien cet aspect-là. Donc on vient sur site nous et on fait des démos du coup auprès des collaborateurs qui vont se poser des questions à la fois sur l'aspect technique, il y en a qui ont des questions sur l'aspect technique, l'aspect réservation, l'aspect utilisation du véhicule, etc. Donc là, on est vraiment aussi dans de l'opérationnel, mais on est aussi là pour les rassurer sur le fait que le parcours utilisateur, mine de rien, est simple. Et une fois qu'ils ont utilisé les services, dans le cas d'une démo, ils n'ont pas du tout peur de le réutiliser. Et souvent, ils sont conquis en fait dans le fait de l'intention après d'utiliser. Donc, il y aura toujours aussi la fameuse vidéo marketing du parcours utilisateur. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est de dire voilà, vous avez le parcours utilisateur qui est bien détaillé, qui est tout en fond en fait quand vous faites la journée de lancement. Les fameuses formations, donc là typiquement c'est les mobility managers, en tout cas les gens chez nous qui forment les gens et qui viennent justement expliquer bien le principe de l'autopartage. Et puis Serious Gaming, alors ça c'est un peu plus, on va dire singulier, mais ça existe aussi. En fait, on va mettre en place du coup un petit jeu de manière ludique. On va pouvoir aussi leur donner envie d'utiliser le service et leur expliquer pourquoi, sous forme de jeu qui soit un peu sérieux, en ce qu'on appelle Serious Gaming, en gros, c'est d'éduquer en fait les gens à travers un jeu un peu vidéo, un peu sympa. Et du coup, ça marche bien aussi. C'est un format qui est plutôt intéressant, qui coûte un peu d'argent aussi, ça je vous le cache pas, mais mine de rien, qui est assez efficace aussi. Donc là, c'est sur ordinateur, j'imagine, le Serious Game. Alors, ça peut être aussi sur mobile et tablette. D'accord. Ouais. Ou par exemple, je dois faire une réservation, je gagne des points en réservant. Ouais, alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, c'est parce qu'on l'axe beaucoup collaborateurs, mais ça marche aussi côté gestionnaire de parc. Parce que nous, nos clients sont à la fois des salariés, évidemment, c'est les clients finaux, mais les clients directs, en fait, c'est les gestionnaires de parc qui administrent en fait le service. Et du coup, même pour eux, en fait, on a des outils de Serious Gaming qui permettent en fait de simuler le quotidien avec gestion des véhicules, gestion des maintenances, gagner des points, etc. Bon, on a une connexion réseau qui n'est pas terrible, excusez-nous. Hop, on va garder la webcam, mais la connexion n'est pas super bonne. Excusez-nous, dites-nous s'il y a des soucis de connexion. Mais voilà, c'est vrai que c'est un outil qui est important à la fois aussi pour la partie gestionnaire, qui sont aussi sujets à la conduite de changement, parce que mine de rien, sur la façon dont ils travaillent, en fait, l'autopartage, par exemple, pour prendre un cas concret, ça va automatiser certaines tâches. Et ça va aussi leur permettre de gagner du temps. Mais pour autant, ça fait peur parce que. Et du jour au lendemain, finalement, ils se retrouvent avec un système d'échange de clés, de registres. Et là, on leur met un logiciel de gestion, donc très bien, au final. Ouais. Gestion de flotte, mais ça peut faire peur. Pour quelqu'un qui travaille depuis 20 ans dans le. Ah bah oui, c'est clair. Et sachant en plus que tu vois, il y a parfois des fantasmes de personnes qui disent voilà, on va être remplacé par des robots, tout ça. Et c'est vrai que si on leur explique pas qu'au contraire, c'est plutôt pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et réverbatives, ils peuvent penser ça, quoi. Oui, ça va les aider à être plus productifs, à prendre moins de temps sur des tâches, des petites tâches et à se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Donc Et c'est rigolo d'ailleurs parce que, vous voyez, la population, on peut parler des fleet managers un petit peu là, bon, on sort du cadre, excusez-nous pour la digression, mais en fait, c'est une population qui est assez technophile, contrairement à ce que je pensais. Parce qu'ils s'intéressent beaucoup aux nouvelles mobilités, nouvelles formes de voitures, etc. Donc c'est très intéressant. Et mine de rien, au départ, il y a certains de nos clients, quand on mettait en place de l'autopartage, les fleet managers, on disaient ouais, mais attendez, en fait, on a un espèce d'outil numérique, en gros, on a bien compris que l'idée derrière, c'est vraiment d'automatiser un maximum de tâches. Donc du coup, pour nous, c'est un peu... de nous remplacer. Ouais, un peu dangereux, c'est ça. C'est un peu l'idée qui essayait
verbaliser. Et alors que pas du tout. Et c'est vrai que maintenant, en fait, ces clients-là, ou en tout cas les fleet managers de nos clients, qui étaient un peu craintifs sur cet aspect-là, maintenant, en fait, ils nous disent systématiquement, on peut pas se passer de l'outil. C'est vrai que ça fait partie de leur quotidien, et maintenant, c'est impensable pour eux, en fait, de faire de la gestion de parc sans ça, sans Ecolibri. Ecolibri qui est un produit d'autopartage, pour information. Donc c'est rigolo de voir le changement aussi qui s'opère à ce niveau-là. L'essayer, c'est l'adopter. Exactement, ouais, adopter un petit colibri, c'est très bien. Donc une fois que le service s'est lancé, il faut surtout pas se dire que voilà, le service s'est lancé, c'est super, on se repose sur nos lauriers. Au contraire, c'est le moment en fait de pouvoir marquer les esprits, continuer en fait à faire de l'incentive, notamment par la gamification. Donc là, l'idée en fait de notre vision de la gamification, c'est en fait de gagner des points en fonction des comportements vertueux qu'ils vont avoir. Donc typiquement sur l'application mobile eManager, qui est notre application d'autopartage, en fait, vous allez pouvoir gagner des points systématiquement dès que vous avez des comportements intéressants pour l'entreprise et même pour vous. Typiquement, vous faites un état des lieux, vous remontez une information comme quoi il y a un phare qui est cassé, vous allez gagner des points. Vous parrainez un salarié pour utiliser l'autopartage, vous gagnez des points. Vous vous connectez souvent à l'autopartage, vous gagnez des points. Vous avez un très bon score en éco-conduite, vous gagnez des points. Voilà, donc ça vous permet à la fois d'une, en fait, vous d'être valorisé de votre comportement, parce que vous allez voir en fait une progression dans votre utilisation du service, donc c'est vraiment intéressant pour vous, en tant que salarié, je parle. Et puis côté entreprise aussi, parce que forcément, déjà d'une, vous allez garantir la sécurité routière des collaborateurs quand ils font un état des lieux. Donc si jamais il y a un pneu qui est crevé, tout ça, vous le savez, et du coup vous empêchez quelqu'un de prendre un véhicule qui est potentiellement un risque. Et puis de deux aussi, de réaliser des économies, parce que mine de rien, avec l'éco-conduite, vous allez réduire le budget carburant parce qu'ils conduisent un peu mieux, etc. Ils font moins d'accélération brutale. Donc c'est tout bénéfique en fait pour vous. Et ça peut même créer des ambassadeurs en fait, des gens qui vont vouloir jouer, vont vouloir gagner la compétition et avoir le plus de points et vont devenir ambassadeurs et vont donner envie aux autres personnes d'utiliser le service. C'est complètement ça en fait. Et puis même pour nous, c'est intéressant côté entreprise parce que ces gens-là en fait qui sont ambassadeurs, ils ont aussi envie de donner leur avis. Alors tout le monde veut donner son avis à un moment donné, c'est logique. Mais ceux-là en fait, c'est intéressant parce que du coup, ils nous font des feedbacks directs en fait sur ce qu'on doit améliorer, sur ce qui est bien. Et c'est vrai que c'est une ressource précieuse, en tout cas pour nous, pour justement quantifier ces gens-là et surtout voir à quel niveau est-ce qu'ils sont, parce que les feedbacks des ambassadeurs quand ils sont au niveau d'utilisateur autopartage, c'est intéressant, mais les nouveaux aussi, tu vois. Donc ça permet de segmenter vraiment la population et de pouvoir vraiment avoir une approche un peu différente. Donc c'est hyper intéressant. Et puis au-delà de ça aussi, sur l'aspect gamification, vous avez aussi des challenges. Donc là, on l'a vu côté individuel, mais aussi côté collaboratif. Et là, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, vous allez déclencher un palier quand vous allez faire tant d'actions au niveau de l'entreprise. Typiquement, ça peut être de rouler sur tant de kilomètres, vous allez arriver à un palier, et là, tout le monde va gagner des points. Pareil, si vous allez sur un nombre de covoiturage spécifique, vous dépassez le palier, tout le monde va gagner des points, etc. etc. C'est vrai que c'est intéressant, parce que même sur d'un point de vue compétition globale, ça marche assez bien, ça. Les gens sont assez compétiteurs dans l'âme, et du coup veulent déclencher un palier, etc. Et donc, ça crée aussi les fameux ambassadeurs qui vont pousser les gens à dépasser le palier compétitif. Ensuite, la période post-lancement. Donc là, comme on l'a vu, c'est intrinsèquement lié avec la partie incentive. Donc là, en fait, l'idée de cette période post-lancement, ça va être aussi de donner envie, ou en tout cas de faire vivre le service, ce qui est un point hyper intéressant. Donc le premier, ça va être aussi de bien communiquer sur l'évolution en fait, de l'offre. Typiquement, en termes d'innovation, je vais vous prendre un cas concret sur l'autopartage. Les entreprises vont au bout d'un moment communiquer justement sur le pro-perso. Donc le pro-perso, typiquement, ça va être de dire, voilà, on a mis en place l'autopartage côté professionnel pour vos déplacements pro. Maintenant, on va pouvoir vous proposer en fait des véhicules de service, soirée week-end, moyennant contribution financière. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aux salariés d'avoir un vrai service supplémentaire et puis surtout de pouvoir avoir une utilisation côté entreprise qui est encore plus optimisée de ces véhicules. Donc c'est tout bénéf aussi des deux côtés. Et ça marche très bien. Pour vous donner un exemple, en fait, un de nos gros clients avait communiqué en fin d'année sur la version Pro Perso qui arrivait et les primes d'intéressement. Et on a eu les statistiques puisqu'on en a discuté et en fait, il y avait plus de clics sur l'information sur Pro Perso que sur l'intéressement. Comme quoi, il y a vraiment un engouement là-dessus. Après, il y a forcément des enquêtes de satisfaction aussi qui sont logiques à mettre en place. Donc là, l'idée, c'est de se dire, vous avez minimum en fait tous les ans à mettre en place une enquête de satisfaction pour pouvoir en fait quantifier et surtout qualifier en fait la satisfaction, c'est ça. Voilà, au moins une fois par an, c'est intéressant parce que ça vous permet vraiment de voir de manière un peu longitudinale la satisfaction de vos utilisateurs. Ça peut évoluer. Typiquement, nous, on a un cas
assez intéressant sur le back-office, donc côté administrateur, où là, au début, en fait, ils vont se dire, voilà, j'arrive pas à aller sur l'onglet statistique d'un véhicule précis, parce que c'est compliqué, c'est dans une arborescence, etc. Et en fait, au bout de 6 mois, ils ont très bien pigé l'automatisme, et du coup, ils trouvent un raccourci, ou en tout cas, ils utilisent un chemin qui est assez rapide, et du coup, c'est plus du tout un souci. Donc c'est assez mouvant, c'est organique, je dirais, la façon dont on va appréhender même un outil. Et c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir le quantifier, et puis de se rendre compte que, bah, mine de rien, ce qu'on a mis en place en termes d'entreprise pour les salariés, bah, ça paye parce qu'ils sont contents. C'est vrai que c'est assez intéressant. Ou pas. Ou pas, oui, bien sûr. Ou pas. C'est aussi le. Moi, je suis optimiste. Non, non, je veux dire, c'est peut-être le moyen aussi de voir que non, ils sont pas contents, Oui, et qu'il faut bien sûr. voir. Ouais. Ou même un outil correspond pas à leurs besoins. Il n'y a rien de pire. Moi, j'avais vu une étude aussi il y a pas longtemps sur LinkedIn qui disait qu'il y avait beaucoup d'entreprises en fait qui mettaient en place alors c'est différent, mais des plans d'happiness management. Et en fait, les salariés disaient, bah oui, mais nous, on n'est pas contents. Et en fait, à travers les enquêtes de satisfaction, les entreprises se sont rendues compte, bah, c'est tout bête, mais en fait, les salariés n'ont pas été investis dans les plans de satisfaction, enfin de bonheur au travail. Oui. Du coup, c'est bête, parce que ça part d'une bonne volonté de dire, bah, je suis entreprise, du coup, je vais mettre en place un truc sympathique pour les salariés. Et en fait, de l'autre côté, bah, ils sont pas contents parce qu'en fait, ça correspond pas à leurs besoins. Tu vois, ils n'avaient pas forcément envie d'un, alors je sais plus quelle entreprise c'était, mais Un baby-foot. non, alors là, c'était plus des cours de yoga qu'ils avaient. Ouais. Et en fait, ils disaient, bah non, mais nous, on aimerait plutôt avoir, je sais pas moi, une soirée after work où tous les mois, on peut boire un coup ensemble. Tu vois. Et du coup, bah, c'est pas ce que l'entreprise avait imaginé. Et pour autant, c'est ce dont avaient besoin les salariés. Et la volonté était pourtant là, tu vois, ils voulaient bien faire. Donc, c'est hyper important, ces enquêtes-là. Et puis enfin, le dernier point, c'est l'accompagnement sur mesure. Donc là, c'est côté MDG. Donc nous, on est la cellule marketing. D'ailleurs, on ne s'est pas présenté, c'est pas bien. Donc moi, je suis à la direction marketing, Alexandre Fournier, puis Laura, assistante marketing. Et du coup, en fait, notre cellule marketing, on est composé de 5 personnes, 4 personnes, non, 5 personnes avec Elise qui m'arrivait. Et du coup, bah, on est capable aussi, à travers ce programme Carebox, de pouvoir proposer des outils opérationnels pour justement bah, les entreprises. Alors, ça peut être la création des flyers, les vidéos aussi, on fait beaucoup de vidéos pour nos clients. Ça peut être aussi bah, le serious game, ça peut être les formations, etc. Les guides d'autopartage, tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est vrai que moi, naïvement, je pensais que dans des grands groupes, par exemple, ils avaient des structures de com interne qui étaient hyper cadrées. Et du coup, une fois qu'on lançait le service, bah, ils allaient prendre le relais. Et pas vraiment, en fait, parce que c'est des services, en fait, qui sont un peu nouveaux dans les entreprises. Et du coup, il n'y a pas forcément d'affiliation avec la com interne. Et du coup, bah, on est là pour ça. Donc, on déploie tous ces outils-là. Et c'est vrai que quand on est sollicité pour mettre en place ces plans de com et ces outils opérationnels, bah, du coup, ça marche très vite, puisque le ROI de la solution est très vite remboursé, notamment grâce au pro perso, mais aussi grâce au taux d'utilisation du service qui est assez fort. Typiquement, hein, entre une entreprise qui prend pas notre service d'accompagnement com et une qui met en place le service d'accompagnement com, il y a une différence de quasiment 1 sur 2 en termes d'utilisation. Hein, c'est assez fort. Donc, du coup, c'est un élément à pas pallier. Après, si vous avez une cellule de com qui fait très bien, au contraire, allez-y. Mais sinon, sachez qu'on peut aussi le proposer en tant qu'entreprise. Voilà, le but, c'est vraiment de ne pas laisser le collaborateur avec le nouveau service et sans communication. C'est vraiment la clé de la réussite. C'est hyper important. En fait, il faut l'imaginer en tant que l'autopartage, en tout cas tel qu'on le propose nous, tel qu'on l'a envisagé, etc., ou même le covoiturage, ça reste un outil. Et donc un outil, ça a besoin d'explications et ça prévaut pas la stratégie en fait. C'est ça qui est hyper important. Tu peux avoir un super outil, mais s'il correspond pas à une stratégie globale de dire voilà, en fait, on a un objectif de mutualiser le parc parce qu'on veut faire des économies et parce que les salariés ont besoin de plus d'autonomie, bah, tu vois, on peut mettre un super outil, mais si ça correspond pas aux besoins, ça n'a aucun intérêt en fait. Tu vois. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est important de bien l'accompagner en termes de communication, de marketing, de formation, etc. C'est un point crucial, je dirais même. Donc voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. On a essayé d'être le plus exhaustif possible et de rentrer dans le détail quand même aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vais regarder un peu, moi, c'est dans le chatter s'il y a des questions. Sachez d'ailleurs que vous retrouverez d'ailleurs le replay de ce webinaire-là sur le site internet. Vous avez une petite section webinaire, vous en avez d'ailleurs plein. Bah, tous ceux qu'on a fait en fait sont disponibles sur le site en replay. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ces choses-là et puis à nous envoyer aussi des mails pour pouvoir accéder peut-être le prochain webinaire sur un autre sujet. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. En tout cas, on vous remercie de votre présence. Je vais regarder vite fait dans le chatter. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de questions non plus pendant. Je pense qu'on est pas mal.
Tac. Écoutez, c'est parfait. On n'a pas de questions. Ok, Je bah, pense que ça veut dire qu'on c'était était bon. clair. Non, ça a été... Ouais, c'est bien. Intéressant. Merci beaucoup. Mm. Merci Alexandre. Merci à toi, Laura. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Alors, je sais pas, on a déjà la date, je crois, pour le prochain webinaire. Ça devrait être dans 2 mois, Ouais. normalement. Ouais, c'est au mois de novembre. Donc, du coup, écoutez, on se revoit d'ici quelques mois, quelques semaines, je dirais plutôt. Et puis, n'hésitez pas à, encore une fois, échanger avec nous. En dehors du webinaire, on a un Twitter, on a le chat sur le site internet. Vous pouvez très bien avoir des informations aussi par ce biais. Merci à tous. Merci. À bientôt. J'espère que ça va enregistrer.